Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. L'information est tombée hier soir aux alentours de 20h30 temps universel. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est décédé après près de 5 mois de maladie. Une fois cette annonce faite par le président Jacob Zuma, un véritable ballet d'hommages et de témoignages sur la vie de Madiba, comme on l'appelait affectueusement, se joue jusqu'à ce vendredi. Le décès de l'icône de la lutte contre l'apartheid est survenu alors que débute ce vendredi le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Du coup, la rencontre a été placée symboliquement sous sa présidence par le chef de l'État français, François Hollande. La soixantaine de chefs d'État présents a rendu hommage à Nelson Mandela par une minute de silence. Et c'est de Paris d'ailleurs que le président Faure Eswazimana Nyazingue a adressé un message de condoléances à son homologue sud-africain Jacob Zuma. Le message est ainsi libellé: Monsieur le Président et chers frères, l'Afrique entière et particulièrement votre pays viennent de perdre un homme d'État qui restera comme une figure marquante de notre histoire. Par sa sagesse et son courage exceptionnel, le père de la nation sud-africaine a su engager son pays sur la voie de sa libération et de sa cohésion et de son développement équilibré. Tout en saluant la mémoire de l'illustre disparu, je voudrais, en ces circonstances douloureuses, exprimer mes condoléances les plus attristées à vous-même, au peuple sud-africain et particulièrement à la famille éplorée. Avec toute ma sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Eswazimana Nyazingue, président de la République togolaise. Et comme vous les avez vus sur ces images, à l'annonce du décès de Nelson Mandela, le gouvernement togolais a décrété une journée de deuil national. En signe de deuil, de recueillement et de solidarité, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire à compter de ce jour. C'est un deuil planétaire qui frappe les habitants du monde par le décès de celui-là qui, sa vie durant, aura lutté pour une seule cause, la paix. Hier, après l'annonce du décès de Nelson Mandela, les Sud-Africains, jeunes comme vieux, de Soweto à Johannesburg, ont tenu non pas à pleurer leur grand-père Madiba, mais plutôt à célébrer sa vie. Le jour s'est levé sur une Afrique du Sud en deuil. Du Cap à Soweto, c'est un concert d'hommage qui s'élève d'une nation désormais orpheline de Nelson Mandela. Quelque part, on voulait croire qu'il serait toujours là, mais on doit l'accepter. Les Sud-Africains ont appris la nouvelle dans la soirée, de la bouche d'un Jacob Zuma, très ému. Il est maintenant en paix. Notre nation a perdu son plus grand fils. Notre peuple a perdu son père. Aussitôt, ils sont des centaines à affluer devant le domicile de Nelson Mandela pour une veillée improvisée. Parmi eux, beaucoup de born free, cette génération qui n'a jamais connu l'apartheid. Je suis né en 94, il s'est battu pour tout, sans lui je ne serais pas là. C'est ce que je disais à mon ami. Sans lui, on n'aurait jamais été amis, on n'aurait jamais pu être ensemble. L'hommage de la jeunesse et des compagnons de lutte comme Desmond Tutu. L'ancien archevêque du Cap a célébré une messe en sa mémoire. Merci Seigneur. Il nous a permis de savoir ce qu'on était capable de devenir. Frédéric de Klerk, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, salue lui aussi son ancien adversaire. Son principal héritage pour l'Afrique du Sud et le monde, c'est la façon dont il a toujours insisté sur la nécessité d'une réconciliation. À homme exceptionnel, obsèques exceptionnelles. Les funérailles de Madiba dureront 10 jours. Et ces funérailles auront lieu dimanche prochain. Émotion et surtout hommage à dimension mondiale. C'est ce qu'on dénote depuis hier soir. Des 4 coins du monde, les leaders et anonymes saluent la mémoire d'un vaillant artisan de la paix.
Si la disparition jeudi soir de Nelson Mandela a parfois surpris la presse internationale, l'émotion a rapidement gagné le monde entier. Hommage anonyme et spontané comme ici devant l'ambassade sud-africaine de Washington. Dans la capitale américaine, les drapeaux ont été mis en berne. Hommage avec une émotion toute particulière pour Barack Obama, premier président noir de l'histoire américaine. À travers sa dignité et sa volonté inébranlable, il a sacrifié sa liberté pour la liberté des autres. Madiba a transformé l'Afrique du Sud et nous a tous changés. J'étais une des personnes qui, parmi des millions, a été fortement inspirée par la vie de Mandela. Surpris en pleine séance de travail, le Conseil de sécurité a observé 1 minute de silence. Le secrétaire général des Nations Unies a rendu un hommage appuyé à l'homme de paix et de réconciliation. Nelson Mandela était un géant pour la justice et une inspiration pour le monde. Nombreux sont ceux qui autour du monde ont été fortement influencés par sa lutte désintéressée pour la dignité humaine, l'égalité et la liberté. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a salué le prix Nobel de la paix qui par la parole a su changer l'histoire de son pays. Il nous a fait comprendre qu'on pouvait changer le monde en changeant nos attitudes, en changeant nos perceptions. Un hommage partout unanime, le héros de la lutte anti-apartheid a été comparé par le Premier ministre indien au Mahatma Gandhi. Pour Tony Blair, la grâce de Nelson Mandela et le sens de son pardon ont rendu le racisme non seulement immoral, mais stupide. Nelson Mandela, c'est l'histoire d'une vie qui aura marqué un tournant décisif dans la lutte des opprimés pour la liberté. Son intransigeance contre l'apartheid dans son pays, son courage face à l'oppresseur et surtout son pardon pour ses anciens adversaires ont fait de lui un symbole à vie. Retour sur le parcours du plus célèbre prisonnier du monde. Nelson Mandela. De plus en plus affaibli par l'âge, Nelson Mandela n'apparaissait quasiment plus en public. Il avait toutefois bravé le froid quelques instants sur la pelouse du stade de Sussex City à Johannesburg au terme de la cérémonie de clôture du Mondial 2010 pour saluer les 80 000 spectateurs de la finale, ravis de rendre hommage au dernier héros vivant de l'Afrique. Le voici lors de son procès du 12 juin 1964. Face à ses juges, Nelson Mandela déclare qu'il est prêt à mourir pour défendre une société libre et démocratique. Le verdict de la Cour est sans appel. Il est condamné à la prison à vie pour haute trahison, son seul tort, avoir combattu le régime de l'apartheid. Ce n'est que 27 ans plus tard que Nelson Mandela est définitivement libéré, le 11 février 1990, devant les caméras de télévision du monde entier. Il est passé du statut de prisonnier, le mieux gardé du pays, à celui pratiquement de chef d'État. Extraordinaire. C'est l'explosion de joie dans les ghettos noirs sud-africains et un immense espoir pour des millions de Sud-Africains soumis à la discrimination raciale depuis un demi-siècle. Dès son retour chez lui dans le ghetto de Soweto, Nelson Mandela s'adresse à ses compatriotes. Today, my return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sadness, with a deep sense of sadness. Sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system. Nelson Mandela retrouve un pays plongé dans la violence. Les townships sont à feu et à sang, le pays vit en état d'urgence depuis 5 ans, les victimes se comptent par milliers. Nelson Mandela sera leur porte-parole à travers le monde. Au cours de ses visites dans les capitales occidentales, l'ancien prisonnier est accueilli comme un chef d'État. Et partout, sa présence attire des foules qui acclament cet homme hors du commun. À Paris, où le président François Mitterrand lui réserve un accueil triomphal, Nelson Mandela écarte tout compromis avec le fascisme et la violence. Il appelle au maintien des sanctions contre le régime de l'apartheid. The purpose of sanctions
La raison des sanctions était de persuader le gouvernement d'abandonner complètement l'apartheid et de donner le droit de vote à tous les Sud-Africains. Tant que ces deux objectifs ne sont pas réalisés, nous ne pouvons pas demander la levée des sanctions. Le 10 mai 1993, ces efforts de paix seront couronnés par le prix Nobel de la paix, une distinction partagée avec son adversaire Frédéric de Klerk, principal initiateur de la transition démocratique sud-africaine. Nelson Mandela ne quittera plus les projecteurs jusqu'à ce jour magique, le 3 mai 1994. Sur un pas de danse, il devient le premier président noir de la Nouvelle-Afrique du Sud, multiracial. Nelson Mandela se retirera de la maladie, y compris le sida, là où des êtres humains sont opprimés, il y a encore du travail à faire. Nelson Mandela restera le symbole universel du combat des peuples opprimés dans le monde. Être libre, disait-il, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui renforce la liberté des autres. Dans sa lutte pour l'égalité des hommes, on se rappellera toujours de la Coupe du monde de rugby en 1995. Par son action, Nelson Mandela a su réconcilier noirs et blancs autour du sport. En 1995, les Springboks s'affichent sur plusieurs fronts, à la télévision, mais aussi dans les townships. Il leur faut absolument prouver, juste avant la Coupe du monde de rugby, que le sport favori des Blancs a aussi tourné la page de l'apartheid. La campagne est savamment orchestrée par un homme, Nelson Mandela, qui prône la réconciliation dans les stades du pays. Je vous demande de les soutenir demain, parce que nous sommes fiers d'eux. Vous êtes aussi fiers d'eux. Les Springboks, à l'époque, n'avaient pourtant qu'un seul joueur de couleur. Avant le match, on nous avait tellement conditionnés, on était prêt à partir, à exploser. Et puis Mandela est venu et il m'a dit dans l'oreille, « Chester, tu représentes tout le pays aujourd'hui. Il faut que tu te donnes à fond et que vous jouiez du mieux possible. » Et quand les Springboks ont gagné, c'est tout le pays qui s'est approprié la victoire. Comme pour enterrer à jamais l'apartheid dans le sport, Mandela portait ce jour-là le t-shirt vert qui a longtemps été le symbole de la domination blanche. Je suis allé sur le podium pour recevoir la coupe. Il m'a arrêté et il m'a serré la main en me disant « François, merci de ce que tu as fait pour le pays. » Moi, je lui ai répondu « Non, vous vous trompez, ce n'est pas moi. Merci à vous, Madiba, de ce que vous avez fait pour le pays. » Le rugby aujourd'hui intéresse tous les gamins du pays et le sport est régulièrement utilisé pour renforcer l'unité nationale. Les graines semées par Nelson Mandela continuent à germer. Et on évoquera en détail la vie de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela durant cette édition à travers un entretien qu'aura Franck Missité avec des professeurs enseignants de l'université de Lomé. Un entretien à suivre donc dans le courant de cette édition. Tout à l'heure, la mémoire de Nelson Mandela, je vous le disais en début d'édition, a été saluée ce vendredi à l'Élysée. Ce vendredi s'est ouvert pour 2 jours le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Tout le continent africain est donc à Paris pour trouver une issue aux crises qui secouent certains pays africains. Et le chef de l'État togolais Faure Sozimna Nyazingbe a lui aussi fait le déplacement de Paris. Et dans la matinée d'hier, jeudi 5 décembre, le président Faure a d'abord reçu en audience Gérard Longuet, ancien ministre français de la Défense sous Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre est allé féliciter le président pour les efforts déployés dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Et après l'ancien ministre français, le chef de l'État a reçu dans ses appartements Nicolas Tiaye, premier ministre de la Centrafrique. Celui-ci est allé remercier Faure Nyazingbe pour son plaidoyer auprès de la France pour le déploiement ce vendredi d'une force de maintien de la paix à Bangui. Je vous propose d'écouter les 2 personnalités au micro de Aimé Abalou. C'est une marque d'amitié et de reconnaissance parce que comme ministre de la Défense, sous l'autorité du président Sarkozy, j'avais suivi
l'opération de Côte d'Ivoire et les troupes togolaises avaient été aux côtés des soldats français des acteurs extrêmement importants, très respectés et reconnus pour leur utilité. Donc j'ai profité du passage du président à Paris pour lui rappeler ce souvenir commun. Et puis alors d'une façon plus actuelle et plus prospective, j'ai vraiment la certitude que les relations entre la France et le Togo doivent être renforcées. Ce n'est pas un problème politique, droite-gauche, en France, c'est vraiment une nécessité absolue, parce que vous avez le Togo est un pays extrêmement important dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui se développe, c'est un pays qui peut servir de point d'appui à travers ses infrastructures de transport pour ouvrir l'Afrique de l'Ouest, en particulier les pays de l'intérieur, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vers l'extérieur. Et donc c'est un pays avec lequel la France doit travailler plus encore qu'elle ne le fait. Je suis venu voir le président togolais pour une visite de courtoisie, lui présenter mes civilités, mais surtout pour lui présenter également mes remerciements, parce que lorsqu'il était venu en visite officielle en France, il a plaidé le dossier de la République centrafricaine auprès du président Hollande. Il avait demandé que le président Hollande puisse s'occuper du dossier centrafricain. Et donc il fallait pour moi lui témoigner la gratitude du gouvernement centrafricain et du peuple centrafricain. Voilà les raisons qui ont motivé mon déplacement pour lui rendre cette visite et en même temps profiter de son expérience, parce que le Togo est un pays qui est riche en expérience et j'étais venu justement pour m'enrichir de cette expérience, surtout que mon pays traverse une crise extrêmement aiguë. Mes attentes par rapport au sommet, c'est la mise en œuvre immédiate de la résolution du Conseil de sécurité. Je pense que la situation se dégrade rapidement, donc il faudrait que les troupes françaises et africaines qui sont en Centrafrique puissent se mettre en branle et puissent sécuriser très rapidement la ville de Bangui, où des combats ont eu lieu dans la matinée et où il y a eu de nombreux morts et de nombreux blessés. Je pense que cette situation ne doit pas perdurer pour éviter des pertes en vies humaines. Après-midi, le président Faure a rendu une visite de courtoisie, comme vous le voyez sur ces images, à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, lui aussi présent à Paris. Et c'est pour harmoniser un certain nombre de points de vue avant l'ouverture officielle du sommet ce vendredi. Et cet entretien entre le président Faure et son homologue gabonais a eu lieu juste avant le huis clos sur la question de braconnage en Afrique. Après donc cet entretien entre les deux présidents, le chef de l'État s'est rendu à l'hôtel de la Marine à Paris pour une séance à huis clos sur la lutte contre les trafics et le braconnage des espèces menacées. Les pays ont partagé leurs différentes expériences en matière de protection de la faune africaine, surtout en ce qui concerne la préservation des éléphants et des rhinocéros, au-delà du risque bien réel de voir ces espèces disparaître à l'état sauvage. Ces exactions portent atteinte à la souveraineté des États et à la sécurité des populations. La lutte contre le trafic et le braconnage des espèces menacées est donc un enjeu de protection de l'environnement, mais aussi de paix et de stabilité régionale qui trouve toute sa place dans les sujets inscrits à l'agenda de ce sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président Faure Gnassingbé est arrivé mercredi soir à Paris pour cette conférence de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a été accueilli par les autorités françaises et la délégation togolaise qui l'a précédé dans la capitale française. L'ambassadeur du Togo en France et son collègue Félix Sagbo, représentant du Togo auprès du Benelux, étaient aussi à la tête d'une forte communauté togolaise et de la diaspora qui s'est aussi mobilisée à l'aéroport d'Orly pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État.
Bienvenue en France. Comment ça va? Un peu. Ça va? Bonjour, comment ça va? Bien? Merci. Et la S? Ça va bien? Ça va, j'ai votre ça va. Comment ça va? Ça va bien? C'était donc l'arrivée du chef de l'État en terre française mercredi dernier. Et la Centrafrique sera le principal sujet de discussion lors de ce sommet France-Afrique sur la paix et la sécurité. Depuis quelques jours, des violences ont éclaté à Bangui, semant un véritable chaos dans tout le pays. On revient à l'actualité du jour, le décès de l'icône de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela. Et comme annoncé, nous rejoignons Franck Missité et ses invités sur l'autre plateau. Oui, Anita, je suis avec deux intellectuels, M. Victor Aladji, qui est membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication et écrivain, et M. Guy Missodé, il est professeur de lettres et critique littéraire. Comme vous le savez, la communauté internationale, l'humanité vit aujourd'hui au rythme du décès d'un grand homme, Nelson Mandela. Je me tourne d'abord vers M. Aladji. Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la mort de Nelson Mandela? Bon, il faut dire que c'était une mort attendue depuis au moins une année. Et l'agonie qui a duré un certain nombre de mois et que nous avons suivi en direct sur les télévisions du monde entier a fait que finalement c'était un événement attendu, il n'y avait pas de surprise. Mais quelle que soit cette attente-là, la longueur de cette attente, évidemment, on a perdu un grand homme et il y a un certain émoi qui a été ressenti par tout le monde et par nous-mêmes. Et vous-même, M. Guy Missodé? Oui, bon, je dirais la même chose. On a même l'impression que la dimension mythologique et mythique de l'homme a dépassé même son existence. Du coup, on le prenait tellement pour immortel que bien que les conditions, les événements prédisposaient à cette mort, on parlerait même d'une chronique d'une mort annoncée, mais la surprise a quand même été au rendez-vous et je reconnais que je l'ai ressenti de façon douloureuse. Oui, depuis hier, c'est un concert d'éloges que l'on assiste. Tous les superlatifs contenus dans le dictionnaire ont été utilisés pour souligner les qualités de cet homme. Est-ce que vous comprenez, vous, ce mouvement mondial? Est-ce que Nelson Mandela, il mérite véritablement cela? Oui, et je dirais que Nelson Mandela n'est pas grand, il est immense. Et pourquoi? Et d'abord par le parcours atypique du personnage et surtout par l'acte qu'il a posé qui dépasse même l'entendement humain. C'est la mise en œuvre de ce que j'appelle le paradoxe du pardon. C'est-à-dire qu'après 27 années sorti seulement des geôles, mais il tend la main à ses adversaires, je dirais même plus à ses ennemis d'hier. C'est quand même un comportement qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Du coup,
Cet acte, vous voyez, l'a tellement agrandi, il lui a tellement donné d'amplitude que finalement on ne voit même plus la personne, mais on voit plutôt un idéal qui se déroule. Oui, Nelson Mandela a posé son acte dans un pays, ben c'est l'humanité tout entière qui le ressent. Oui, bon, je crois qu'il faudrait quand même recadrer un peu la situation. Vous voyez, l'Afrique du Sud était un pays qui avait une certaine place dans le monde, parce que ça a été une région de l'Afrique qui a été colonisée par des vagues successives d'Européens. Il y a eu les Hollandais, il y a eu les Anglais, il y a eu un peu de Français, etc. Et donc, il y a eu des batailles célèbres dont certaines ont été illustrées dans des films que nous connaissons sur le pays Zoulou, etc. Et Nelson Mandela appartient à une peuplade du sud, de l'Afrique du Sud, et qui n'était pas tout à fait guerrière comme les Zoulous. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a eu cette différence entre comment on l'appelle, Buthelezi, oui, et Nelson Mandela, au moment où l'ANC, voilà, oui. Donc, parce que les Zoulous voulaient avoir le dessus. Bon, Nelson Mandela a été, à un certain moment, un homme de compromis. D'abord, il s'était déterminé en tant que fils de roi dans sa région, qui se développait normalement, mais qui a commencé à ressentir, si vous voulez, les douleurs de l'apartheid, le fait d'être rejeté, le fait de ne pas jouir pleinement de, disons, la quintessence de l'homme qu'il était, et il a ressenti très vivement cette douleur-là. Et c'est cela qui a fait qu'il s'est lancé corps et âme dans la lutte pour, disons, délivrer les Noirs de cette oppression-là. Mais lui, au départ, il n'était pas le leader de l'ANC. Il y avait le Walter Sisulu et d'autres, et même l'archevêque, Desmond Tutu, et tous ces gens-là sont, si vous voulez, des conseillers qui ont aidé à façonner, si vous voulez, Nelson Mandela, c'est-à-dire le personnage que nous connaissons aujourd'hui. Il a été fabriqué en quelque sorte par, disons, toutes ces relations qu'il y a eu avec ces gens-là. Certaines ont été des relations violentes, mais surtout Walter Sisulu a été l'artisan principal et même a permis à ce que Nelson Mandela puisse trouver son épouse Winnie Mandela, hein, à l'occasion de certaines rencontres, etc. Vous voyez. Pourquoi? Oui, mais si on s'intéresse un peu plus près au parcours du personnage, il n'était pas aussi non violent qu'on le pense. N'oubliez pas que il fut même le chef justement de la branche armée de l'ANC. Et il justifie cela, que c'est parce que la situation lui imposait une autre arme qui n'était plus l'arme pacifique, parce que d'abord il était influencé par les lectures de Gandhi, parce qu'il était même au début très, il éprouvait beaucoup d'engouement pour la non-violence, mais à un moment donné, la situation lui imposait justement cette lutte armée, qui il se dit, mais c'est l'oppresseur qui impose à l'opprimé cette lutte armée. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est parce qu'à un moment donné, on le prenait pour justement un traître. Parce que quand il était en prison, il a toujours maintenu le contact avec ses geôliers. Et à un moment donné, les autres ont commencé par se méfier, en se disant, mais celui-là, mais est-ce qu'il ne joue pas un double jeu? Donc, et heureusement qu'il a tenu dur. Cela a contribué justement à lui donner une autre amplitude. Et du coup, les autres ont commencé par lui laisser de l'espace et il va s'imposer. Alors, c'est vrai, il y avait également l'environnement géopolitique qui favorisait cela. Et il y a même un paradoxe dans la théorie de l'apartheid, ils appelaient ça le mythe du monolithique. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le bourg ne peut ne pas avoir raison compte tenu de sa puissance économique, de sa puissance militaire et de sa puissance politique. Mais comme tout mythe, le mythe a fini par s'effriter. Et cela fait partie de la logique de la palingénésie du mythe. Le mythe qui se développe et qui se rabougrit compte tenu des événements qui justifient. Hein. Alors, maintenant, il y a l'effondrement du bloc justement de l'Est
qui va fragiliser encore plus l'Afrique du Sud, qui ne trouve plus le prétexte de l'avancée du communisme qui lui permettait de lutter efficacement contre l'ANC, qui était perçu comme un parti inféodé par les idées communistes. Et enfin, il y avait l'économie sud-africaine qui, à un moment donné, souffrait de manque de main-d'œuvre qualifiée que devaient lui proposer les Noirs. Parce que le programme scolaire, à un moment donné, le programme scolaire justement dont les Noirs bénéficiaient n'était plus un programme qui pouvait contribuer à leur formation parce qu'on leur imposait à un moment donné d'apprendre dans l'africanaire et en faire justement des sous-employés. Et du coup, donc, tous ces événements ont contribué à faire émerger Nelson Mandela à partir donc des éléments contingents, mais également, comme on le dit, par rapport à sa personnalité exceptionnelle. On dit que Nelson Mandela a changé le monde. En quoi a-t-il façonné le monde? Bon, moi je dis que il a façonné le monde par son parcours atypique. Ça, je le dis. C'est vrai. Et là, peut-être qu'on peut mettre un bémol, parce que autant il a bien réussi la réconciliation chez lui, mais nous nous rendons compte que il a tenté l'expérience ailleurs, mais ça n'a pas toujours été très heureux, parce que bon, il a voulu régler le problème entre Kabila et Mobutu, ensuite le problème de Burundi, mais on se rend compte que c'est vrai, les 27 années passées en prison lui l'ont amené à un peu perdre la réalité de la géopolitique qui a beaucoup évolué. Bon, certains l'ont pris pour un enfant de cœur, mais il a façonné le monde pour avoir donné un exemple. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que il est très difficile de ressembler à Mandela. Il ne peut être qu'un modèle vers lequel tout homme peut tendre. Monsieur Aladi, Mandela, il sort de prison. Quelques années plus tard, le voilà élu à la magistrature suprême de son pays. Et après 5 ans de mandat, le voilà qui démontre une autre dimension de sa personne, une autre de ses qualités. Il renonce au pouvoir, il renonce aux délices du pouvoir. Oui, je crois que Mandela a puisé à plusieurs sources. Il a d'abord eu comme, disons, je ne dirais pas tuteur, mais comme inspirateur, des gens comme Nkrumah, des gens comme un certain nombre d'Africains qui étaient nationalistes à l'époque. Donc, il a puisé à la source du nationalisme africain pour la période de la lutte pour l'indépendance. Donc, il s'est un peu assimilé à ces gens-là. Donc, il n'a pas mis de différence entre la lutte des Noirs pour l'indépendance dans les régions comme les nôtres et la lutte des Africains du Sud pour se libérer de l'oppression blanche. Mais ceci dit, je voudrais parler un peu de Nelson Mandela en prison. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans son expérience carcérale, c'est que il a été extrêmement, j'allais dire, résistant